Le flacon de poison ne quittait jamais ma poche. Même lorsque j'essayais de dormir, je sentais ses bords tranchants pressés contre ma cuisse, comme un rappel que la mort était plus proche que le réconfort. Les mots sur le billet. « La prochaine fois, tu le boiras » et résonnaient dans ma tête jusqu'à ce que je les entende, même dans le silence. Élisabeth se déplaçait dans le manoir comme si rien ne s'était passé. Elle riait avec les invités, tenait des appels privés avec les membres du conseil et s'asseyait même avec moi à table, sa cuillère en argent tintant doucement contre son assiette. Pas une seule fois elle n'a mentionné le serveur qui s'était effondré devant nous. Pas une seule fois elle ne m'a demandé comment je me sentais. Au lieu de cela, elle me regardait avec ses yeux calmes, comme si elle me défiait de montrer une faiblesse. Quelques nuits plus tard, elle insista pour que je l'accompagne à une réception politique à l'hôtel Echo. La salle était remplie d'hommes en agbada et de femmes parées de diamants. L'air sentait le parfum, le cigare et les secrets. Je me tenais à ses côtés, jouant mon rôle, souriant quand elle souriait, hochant la tête quand elle hochait la tête. Mes paumes étaient moites, ma gorge serrée. Puis je l'ai vu. Ed. Il se tenait à l'autre bout de la salle, vêtu d'un simple costume sombre qui le faisait paraître déplacé parmi la foule scintillante. Nos regards se croisèrent. Il ne bougea pas tout de suite, puis leva lentement un verre comme pour porter un toast à ma santé. Ma poitrine se serra. Quelques instants plus tard, alors que les invités tourbillonnaient autour de nous, Ed me frôla. Je sentis le bout de papier glisser dans ma paume si rapidement que je crus presque l'avoir imaginé. Je gardai ma main fermée jusqu'à ce que je trouve un coin tranquille près du balcon. Mon cœur battait la chamade alors que je dépliais le billet. Il n'y avait qu'une seule ligne. « Retrouve-moi. »« Ta vie en dépend. » Cette nuit-là, lorsque les gardes d'Élisabeth se relâchèrent enfin et qu'elle disparut à l'étage, je me glissai hors du manoir. Mes pas me portèrent dans les rues sombres jusqu'à un café tranquille près de Marina où Aid m'avait dit de le rejoindre. Il était déjà là, assis dans l'ombre avec une tasse de café intacte. « Tu n'aurais pas dû venir, » murmurai-je. « Tu n'aurais pas dû rester. » répondit-il calmement. Il se pencha en avant, ses yeux perçants. « Élisabeth ne sauve pas les gens, Tegnola. Elle les utilise. Le conseil veut qu'elle parte, mais elle est intouchable pour l'instant. C'est pourquoi elle a besoin de toi. Mais une fois que tu auras servi ton but, » il laissa le silence terminer sa phrase. J'avalai difficilement. « Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je connaissais ton père ?» dit Aid. « Il y a des années, quand Chevron menait des essais sur la fertilité. Élisabeth surveille ta famille depuis longtemps. Mes mains tremblaient sous la table. C'est impossible. Avant que je puisse finir, la porte grinça. Élisabeth entra dans le café. Des boucles d'oreilles en argent, une robe sombre qui scintillait même sous la faible lumière du café. Des gardes l'entouraient, leur visage dur comme la pierre. Mon sang se glaça. J'avais envie de disparaître. Elle ne cria pas. Elle ne leva pas la main. Au lieu de cela, elle sourit doucement, lentement, de manière terrifiante. « Tegnola » dit-elle d'une voix douce, sa voix résonnant dans le café vide. « Je vois que tu t'es fait un nouvel ami. » Ses yeux s'attardèrent sur Ed sans un mot avant de revenir vers moi. Ce sourire ne quittait pas ses lèvres, mais il n'était pas chaleureux. C'était le genre de sourire qui promettait une punition plus tard, à huis clos. Je voulais parler, expliquer, mentir, n'importe quoi, mais ma langue semblait lourde, inutile. Élisabeth s'approcha, son parfum emplissant l'espace entre nous. Elle se pencha jusqu'à ce que ses lèvres soient près de mon oreille et murmura assez bas pour que je sois le seul à l'entendre. « La prochaine fois que tu le rencontreras, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. » Elle se redressa, son sourire s'élargissant pour la pièce comme si rien ne s'était passé. « Viens, chérie, » dit-elle fort. « Il est tard. Nous devrions rentrer. » Sa main glissa dans la mienne, douce, délicate pour quiconque regardait. Mais sa poigne était de fer. Et alors qu'elle me conduisait hors du café, je sus une chose avec certitude. Je n'étais plus un invité dans son monde. J'étais un prisonnier. Le trajet de retour depuis le café fut étouffant. Élisabeth était assise à côté de moi dans la voiture, sa main toujours posée sur la mienne. Mais ses ongles s'enfonçaient dans ma peau comme de petits couteaux. Elle ne dit pas un mot. Moi non plus. Le silence était pire que des cris. En arrivant au manoir, elle me relâcha avec un sourire lent, m'embrassa sur la joue devant les gardes et entra. Pour eux, nous avions l'air d'un couple parfait rentrant d'une longue soirée. Mais en moi, la peur bouillonnait comme de l'acide. Plus tard, alors que je me tenais près de la fenêtre de ma chambre, les lumières de la ville s'étendant loin dans la nuit, Élisabeth entra sans frapper. Elle ferma la porte, ses yeux froids.
Ne me cache plus jamais de secrets, Teniola, dit-elle, sa voix stable, calme, terrifiante. Je finis toujours par tout savoir. Je vais envoyer mon chauffeur chercher Sei, ton petit frère, demain matin, pour qu'il puisse rester ici confortablement. Je voulais protester, me défendre, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Elle m'observa longuement avant de se détourner, sa robe traînant derrière elle comme des ombres. Cette nuit-là, je dormis à peine. Chaque grincement dans le manoir semblait être des pas. Chaque ombre semblait être un observateur attendant de me traîner dans le silence. Le lendemain matin, je fus réveillé en sursaut par un éclat de rire. Un rire familier. Je me précipitai en bas, le cœur battant, et me figeai. Il était là, Sei, mon petit frère, portant de nouvelles baskets, son petit sac à dos jeté négligemment sur un canapé doré. Il rayonnait, ses yeux écarquillés alors qu'il explorait l'immense salon. Elisabeth se tenait derrière lui, sirotant du thé, son expression sereine. « Il est temps que ton frère nous rejoigne, » dit-elle. « La famille ne doit pas être laissée derrière. N'es-tu pas d'accord ?» Je ne pouvais ni bouger, ni parler. C'est mon petit frère. Ma seule famille restante était maintenant dans la cage dorée d'Elisabeth, et il était même excité. « Ton frère mérite une vie meilleure, » continua-t-elle, son sourire délicat, ses mots tranchants comme du verre. « Ici, il aura une éducation, la sécurité, le confort, et je saurai exactement où est ton cœur. » Ses yeux se verrouillèrent sur les miens, et je compris. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était du contrôle. Les jours passèrent comme dans un brouillard. Sei s'adapta rapidement, trop rapidement. Il riait avec le personnel, jouait à des jeux vidéo dans des pièces plus grandes que notre ancien appartement et me disait le soir « Frère, je pense que c'est le paradis. » Je forçais un sourire, mais à l'intérieur, j'étouffais. À table, Elisabeth s'asseyait entre nous, coupant la viande de Sei comme si elle était déjà sa mère. Chaque mouvement semblait répété, calculé. Et puis, ça arriva. Nous étions dans la salle du conseil un après-midi, Elisabeth se tenant droite devant une foule d'investisseurs, sa voix assurée alors qu'elle parlait des plans d'expansion de Chevron. Je l'observais, étudiant chaque geste, chaque sourire parfait. Puis, soudain, ses mots vacillèrent. Sa main trembla. Elle trébucha avant que quiconque puisse réagir. Elisabeth s'effondra sur le sol poli. Des exclamations remplirent la pièce. Les cadres se précipitèrent. Les téléphones composaient frénétiquement pour appeler des médecins. Je restais figé, mon esprit s'emballant. Était-ce une autre mise en scène? Un autre acte de contrôle orchestré? Ou Elisabeth était-elle vraiment vulnérable cette fois? Je m'approchai. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Et puis je l'entendis. Un murmure faible de ses lèvres alors que ses yeux se fermaient. Je suis faible. Le chaos de la salle du conseil rejouait dans mon esprit longtemps après qu'Elisabeth eût été emmenée. Les hommes en agbadas paniquaient. Les femmes murmuraient. Les investisseurs donnaient des ordres. Pourtant, à travers tout cela, sa voix faible me hantait. « Je suis faible !» Je m'assis dans le salon d'attente de l'aile de la clinique privée à l'intérieur du manoir, ma jambe tressautant sans contrôle. Sei était assis à côté de moi, tenant une canette de soda, son innocence rayonnant contre les ombres qui semblaient maintenant me consumer. « Frère, est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, bien que ma bouche soit sèche. « Elle est forte, mais la force n'était pas ce que je craignais. C'était la faiblesse, la faille, qui révélait des vérités qu'Elisabeth ne voulait jamais que je connaisse. Des heures plus tard, le médecin-chef sortit, ajustant ses lunettes. Sa voix était prudente. « Elle a besoin de repos. Mais félicitations, monsieur Adawal. Elle est enceinte. » Les mots me frappèrent en pleine poitrine. Je reculai, m'agrippant au mur pour garder l'équilibre. Enceinte de mon enfant. Mes émotions s'entremêlaient. Peur, incrédulité, une lueur de joie que je n'osais pas montrer. Un enfant signifiait le Canada. La sécurité, un avenir. Mais entre les mains d'Elisabeth, un enfant signifiait aussi des chaînes. Quand j'entrai dans sa chambre, elle était allongée contre des oreillers en soie, son visage pâle, mais ses yeux toujours aussi perçants. « Tu es au courant ?» dit-elle doucement. Je hochai la tête, ma voix se brisant. « Oui !» Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. « Cela change tout. Notre héritage est assuré, notre !» Elle prononça ce mot comme une possession, pas un partenariat. Je n'étais pas sûr si elle parlait de moi ou d'elle-même. Ce soir-là, des journalistes s'amassèrent devant les grilles. Elisabeth, contre l'avis des médecins, exigea que des caméras soient amenées dans son salon privé. Je regardais en silence alors qu'elle ajustait sa robe, peignait ses lèvres et préparait son masque. Puis,
D'un geste gracieux, elle annonça dans les micros « Nous attendons un enfant ». Les flashs m'aveuglèrent. Les journalistes s'exclamèrent. Les questions explosèrent. Et moi, je me tenais derrière elle. Une ombre avec les poings serrés. Mon âme hurlait. Je n'étais pas un futur père. J'étais un accessoire dans sa pièce de théâtre. Tard dans la nuit, un message d'aide apparut sur mon téléphone. Ma poitrine se serra alors que je l'ouvrais. Elle a déjà eu un enfant au Canada. Je me figeais. Mon souffle se coupa. Que voulait-il dire? Elisabeth n'avait rien dit de son passé avant moi. Pourtant, maintenant, il y avait un secret tapi derrière son sourire calme, derrière l'enfant qu'elle portait. Je fixais le message jusqu'à ce que mes mains tremblent. À cet instant, une pensée brûlait dans mon esprit. Si Elisabeth m'avait caché cela, que cachait-elle d'autre? Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là. Le message d'aide me consumait. Elle a déjà eu un enfant au Canada. Elisabeth dormait profondément dans la pièce d'à côté. Sa respiration douce, régulière, presque innocente. Mais je savais qu'il n'en était rien. J'avais vu ce même masque calme lorsqu'elle ordonnait le silence d'un homme d'un simple regard. Je m'assis près de la fenêtre, regardant l'horizon de Lagos. La ville scintillait comme du verre brisé. Magnifique mais dangereuse. Le rire de mon frère résonnait faiblement dans le couloir. Et pour la première fois, cela ne me réconfortait pas. Cela m'effrayait. Car maintenant, C était aussi dans son monde. 2 jours plus tard, je reçus un autre message. Un véritable dossier Manila glissé sous la porte de ma chambre d'amis pendant que les gardes patrouillaient dans les couloirs. Je l'ouvris avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents judiciaires canadiens, anciens mais officiels. Mes yeux parcourèrent les pages, chaque ligne coupant plus profondément que la précédente. Elizabeth Thompson, plaignante, David Thompson, défendeur. Ils étaient mariés alors qu'elle n'avait que 19 ans. Les documents parlaient de richesse, d'influence et d'un fils, un garçon. Puis les pages devenaient plus sombres. Procédure de divorce, bataille pour la garde, dossiers médicaux sur la soudaine maladie du garçon, certificat de décès. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il réveillerait toute la maison. Une note jointe au dossier judiciaire suggérait que le mari la tenait pour responsable, qu'il croyait qu'Elisabeth avait négligé, voire causé la mort du garçon après leur séparation. Je laissais tomber le dossier, mes mains tremblantes. Elisabeth avait été mère auparavant et elle ne m'avait jamais rien dit. Mon cœur tonnait comme un coup de feu dans un enterrement. Cette nuit-là, je la trouvais dans le bureau, ses yeux concentrés sur des papiers éparpillés sur la table. Elle ne leva pas les yeux quand j'entrais. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Ma voix se brisa dans le silence. Elle ne demanda pas de quoi je parlais. Elle ne fit pas semblant. Au lieu de cela, elle posa son stylo et croisa enfin mon regard. « Alors Hyde a encore parlé ?» dit-elle d'une voix basse, dangereuse. Je fis un pas en avant, la colère bouillonnant dans ma poitrine. « Tu étais marié. Tu avais un enfant, un fils, et il est mort. Et tu n'as jamais pensé que je méritais de le savoir. » Elisabeth s'adossa à sa chaise, son expression indéchiffrable. « Ce chapitre de ma vie est clos, Tegnola, enterré. À quoi bon le ramener à la lumière? Parce que ça montre qui tu es vraiment ?» criai-je avant de pouvoir m'arrêter. Ses yeux s'assombrirent. Elle se leva lentement, chaque centimètre d'elle irradiant une puissance silencieuse. Elle s'approcha de moi, assez près pour que je sente le léger parfum sur sa peau. Ses lèvres frôlèrent mon oreille alors qu'elle murmurait « Attention !» Le dernier homme qui m'a accusé d'avoir tué mon enfant a tout perdu. Elle se recula avec un sourire qui glaça mon sang. Je sortis du bureau en titubant, mes jambes faibles. Le rire de mon frère résonna à nouveau dans le couloir, et cette fois, il me frappa comme une cloche d'alarme. Elisabeth ne m'avait pas seulement piégé, elle avait aussi piégé Sei. Et maintenant, portant mon enfant, elle m'avait lié à elle d'une manière qu'aucune chaîne ne pourrait égaler. Mais alors que j'étais éveillé cette nuit-là, une vérité me rongeait la poitrine. Si Elisabeth avait déjà enterré un fils, qu'est-ce qui l'empêcherait d'en enterrer un autre? Je pensais pouvoir respirer à nouveau après la confrontation dans son bureau. Mais Elisabeth n'était pas du genre à laisser la poussière retomber. Le lendemain matin, le manoir semblait différent, plus froid, plus oppressant. Les gardes se déplaçaient avec une nouvelle urgence, leur radio bourdonnant. Elisabeth traversait la maison comme une reine assiégée. Sa voix était tranchante, sa présence encore plus. Je savais que quelque chose avait changé. Je découvris 2 jours plus tard ce qu'elle avait fait. Ed ne vint pas me voir cette fois. Il ne pouvait pas. Elisabeth l'avait devancé. Je ne reconstituais l'histoire qu'à travers des chuchotements parmi son personnel,
Des fragments de conversation captés en passant près de la cuisine, les tons brusques de sa sécurité privée, la manière dont son chauffeur évitait mon regard. Plus tard cette nuit-là, je coinçais son chauffeur. Sa voix tremblait alors qu'il murmurait « Madame a rencontré Ed. Elle l'avait averti de ne plus jamais avoir affaire à moi. » Ma poitrine se serra. Elisabeth s'était éclipsée discrètement un soir, sans fanfare, sans laisser de traces, et était allée directement voir Ed. Je l'imaginais debout dans un café sombre ou un parking obscur, ses boucles d'oreilles scintillant même dans la faible lumière, ses mots dégoulinant d'un poison silencieux. « Si tu lui parles encore de mon passé », devait-elle lui avoir dit, « Je te réduirai au silence pour toujours ». Le mot « silence » n'était pas une menace avec Elisabeth. C'était une promesse. Ed disparut après cela. Plus de notes, plus de dossiers, plus d'avertissements, juste parti. Et j'étais à nouveau seul. Mais même alors que les ombres se refermaient, Elisabeth avançait avec son grand dessin pour le Canada. Des boîtes apparurent dans l'aile ouest du manoir, soigneusement empilées et étiquetées. Des passeports étaient reposés sur le bureau, des documents épais portant des tampons officiels. Une équipe discrète d'avocats et d'agents de voyage allait et venait à toute heure, leurs mallettes remplies de secrets. Elisabeth supervisait tout avec une précision impitoyable. « Notre départ doit sembler naturel », me dit-elle une nuit, feuilletant une épaisse enveloppe marquée « Documents d'immigration ». « Une famille qui déménage pour une expansion commerciale, rien de plus ». Elle sourit légèrement, posant sa main sur son ventre. « Et avec un enfant en route, personne ne se demandera pourquoi nous cherchons un nouveau départ. » Ces mots étaient fluides, répétés. Mais je savais à quoi m'en tenir. Ce n'était pas une évasion, c'était une stratégie. Le Canada n'était pas la liberté. C'était une autre scène, une autre cage, seulement plus froide, plus lointaine et plus difficile à fuir. Say était déjà inscrit dans une école privée canadienne. Elle me montra la lettre d'acceptation comme si c'était un trophée. « Il s'épanouira là-bas », dit-elle, ses yeux scintillants. Je forçai un hochement de tête, même si mon cœur s'emballait. La nuit, je restais éveillé à fixer le plafond, le bruit de la circulation de Lagos bourdonnant faiblement au loin. Elisabeth pensait qu'elle avait gagné. Ed était partie. Mon frère était sous son toit. Elle portait mon enfant, me liant à elle pour toujours. Le Canada n'était plus un rêve. C'était une arme entre ses mains. Mais au fond de moi, une flamme refusait de s'éteindre. Je ne pouvais pas la laisser écrire mon histoire. Et alors que je l'observais de l'autre côté de la table à manger ce soir-là, son sourire parfait, sa main sur l'épaule de Sei, douce mais inflexible, je sus que si je ne trouvais pas rapidement une issue, le Canada ne serait pas un nouveau départ. Ce serait ma fin. Quel est votre avis sur cette histoire? D'où la regardez-vous? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes. Restez bénis!